Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le sixième cours magistral d'attribution causale. Et il s'agit déjà du dernier. Et aujourd'hui on va parler de la Construal Level Theory développée par Tropp et Lieberman en 2010. Alors sur ce, pour pas que la vidéo soit trop longue, je me lance directement dans le sujet. Alors dans cette théorie, on cherche à comprendre comment on peut transcender l'ici maintenant et quelles attributions sont les plus utilisées lorsque l'on se voit dans un futur ou un passé plus ou moins proche, voire carrément dans un monde parallèle. Donc cette transcendance du présent peut être possible grâce à la production de construits, équivalent des représentations mentales abstraites, plus ou moins abstraites, on verra plus tard. Ce sont ces mêmes construits qui sont en partie responsables de l'empathie et de la théorie de l'esprit. Donc là, c'est une petite parenthèse. Une distance psychologique est présente entre le présent réel et notre représentation abstraite. Cette distance peut être d'ordre temporel, donc par exemple, s'imaginer fêter ses 30 ans. Par exemple, si on a 20 ans, oui, là, ça fait une sacrée marge d'écart. Spatial, social et factuel. Donc factuel, c'est par exemple si on est dans conditionnel. Oh, si j'aurais fait ça, alors actuellement je serais millionnaire. Abrégé de façon dichotomique, nous possédons deux niveaux de construits. Des construits de bas et de haut niveau. La représentation d'un objet, donc objet au sens très large, même une personne, même une valeur comme la liberté par exemple, sera différente selon le niveau de construit. Alors par exemple, on peut prendre l'exemple de l'ordinateur. Avec un construit de haut niveau, nous allons faiblement décrire l'ordinateur, mais plus nous consacrer sur son utilité générale. Ce construit abstrait permet de décrire la finalité de l'objet. Au contraire, avec un construit de faible niveau, un maximum de détails va être donné sur les caractéristiques de l'ordinateur. Ce construit concret permet de décrire les actions et les moyens d'un objet. Alors pour bien distinguer ces deux construits, on peut aussi regarder une personne qui note son cours. Le construit de bas niveau va s'intéresser à comment la personne note, donc quel support elle utilise, et peut-être d'autres détails, alors que le construit de haut niveau va s'intéresser à pourquoi la personne note son cours. Donc le but, c'est pour réussir dans ce cours, c'est pour avoir une bonne moyenne, c'est pour réussir son année, c'est pour devenir psychologue, c'est pour... non, pas bien gagner sa vie. Désolé de le dire, mais un psychologue, c'est pas bien payé, quoi. Fin de la parenthèse. Et donc maintenant, on a diverses études autour de ce construct level theory qui ont été menées en amont pour en fait, en aval, créer cette théorie. Et donc d'abord, nous allons parler des distances psychologiques qui sont reliées entre elles. On peut prendre une expérience parmi les deux présentées en cours, celle de Baranon et collaborateurs en 2007, qui ont utilisé une tâche de Stroop adaptée pour tester le lien entre la distance temporelle et spatiale. Ainsi, on avait une flèche qui pouvait être placée à courte ou à une longue distance spatiale, et le mot contenu dans la flèche pouvait être évocateur d'une distance temporelle courte ou longue, donc par exemple demain, l'année prochaine. Et donc ce qu'on a observé, c'est que les sujets étaient plus rapides pour dénommer le mot si les deux dimensions étaient congruentes. Donc par exemple, je vais vous montrer tout de suite sur le Paint, je vais vous montrer tout de suite, hop, c'est ma plus belle œuvre d'art depuis le début de la chaîne. Donc voilà, donc là c'est le Stroop adapté, en redessiné, en plus beau que celui qu'il y a sur le diapo du prof. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Donc on a un chemin, en fait la flèche peut être placée près de nous, donc si on se projette dans le chemin, donc là elle est près de nous la flèche, et au loin, donc tout au fond du plan, tout au bout du chemin autrement dit, là au niveau des deux arbres ici. Donc ici, il y a une distance spatiale proche, et ici, une distance spatiale euh, loin, donc longue, entre guillemets. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple là, demain fait référence à une distance temporelle proche, associée à une distance spatiale proche, ici au niveau du chemin, on va plus rapidement dénommer son demain,
que lorsque la flèche est au loin avec un indice de distance temporelle faible. Donc là, en fait, c'est non congruent au sens où, au niveau spatial, on est loin, à l'autre bout du chemin, mais par contre, au niveau temporel, vu ce qui est écrit dans le mot, on est proche, ce soir, qui est écrit. Ce qui fait que là, cette situation non congruente, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on va mettre plus de temps à y répondre. Donc c'est à partir de ça qu'on observe en fait qu'il y a un lien entre les deux distances, au sens où on répond plus rapidement lorsqu'il y a une congruence, donc demain, proche du chemin, que quand il y a une incongruence, ce soir, à l'autre bout du chemin. Hop. Alors ils ont aussi utilisé des mots en lien avec les relations sociales et en termes de certitude. Donc ce qui est les distances sociales, donc par exemple mon ami, mon patron, choses comme ça. Et oui, voilà, sur des faits. Donc, ah oui, sûrement, peut-être, incertain, des mots comme ça. Ils ont trouvé les mêmes résultats. Et maintenant, on va parler de la covariation entre les construits et les distances et la distance psychologique. Donc, les construits, il y a le construit abstrait, il y a le construit concret, autrement dit, construit de bas niveau, construit de haut niveau. Donc, on a Lieberman et Forster en 2009 qui ont montré cette covariation en activant d'abord une certaine distance psychologique avant de faire passer au sujet une tâche de Navon, ou Navon, créée en 1977. Cette tâche de Navon, c'est tout simplement avec des lettres, où on a des lettres locales qui vont venir créer une lettre globale. Donc là, les lettres locales ici sont les H qui vont venir créer un S. Donc là, on a une situation non congruente. Ici, une situation congruente au sens où les lettres locales sont les mêmes que en fait, la lettre globale. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est lettre globale, là c'est le S, lettre locale, ce sont les petits H qui la composent. Là, c'est une tâche de Navon. Alors, la distance psychologique provoquée pouvait être d'ordre temporel, donc par exemple projection à demain ou projection à l'année prochaine, mais aussi sociale ou spatiale. La détection des lettres globales dépendait de la distance psychologique provoquée. Donc, par exemple, si on se projetait sur demain, alors on voyait les lettres localement, plus rapidement, alors que si on se projetait sur l'année prochaine, on voyait déjà la lettre globale en premier. Donc, pour l'image que je vous ai montrée, on voyait déjà le S si on était projeté à l'année prochaine, alors que si on était projeté à demain, donc la distance temporelle faible, on voyait déjà les lettres locales. Alors, on peut en déduire qu'une distance psychologique plus élevée entraîne un construit de haut niveau, autrement dit plus abstrait, et vice-versa. Donc, au sens où vice-versa, c'est une distance psychologique plus faible, donc le demain, entraîne un construit de bas niveau, autrement dit plus concret. Donc la métaphore de l'arbre dans la forêt est très pratique pour bien comprendre cette corrélation, au sens où lorsqu'on a une distance psychologique très éloignée, on ne voit que la forêt. Donc il faut imaginer une forêt face à vous. Vous imaginez une forêt. Et en fait, vous êtes trop loin, donc vous voyez qu'une forêt en tout en fait, donc c'est abstrait, vous voyez juste une forêt. Alors que si vous vous approchez bien, donc distance psychologique faible, là vous allez apercevoir un arbre et puis vous allez même pouvoir décrire cet arbre, aller dans les détails en fait. Donc un arbre précis appartenant à la forêt. Je regarde juste le temps de vidéo qu'on a déjà fait. Donc on a 9 minutes, donc je pense que je vais faire tout d'un coup, je vais pas couper en deux comme le CM2 et 4. Je vais faire tout d'un coup, en espérant que ça dure pas trop longtemps. Et donc maintenant on va parler des implications de cette je sais plus le nom, Construal Level Theory, dans les perceptions d'autrui. Alors la théorie des niveaux de construit, là j'ai traduit en français, a un impact sur notre perception d'autrui. Il serait notamment responsable en partie du biais de correspondance. Alors pour rappel, le biais de correspondance, d'ailleurs j'ai écrit un... hop, c'est mieux comme ça. Donc le biais de correspondance se définit comme une tendance à recourir à des représentations abstraites et décontextualisées pour catégoriser une action. Donc par exemple, s'il a fait ça, par exemple s'il a
taper du pied, c'est parce que c'est quelqu'un de colérique, voilà. Donc c'est voilà, décontextualisé, donc c'est pas en fait c'est général, c'est quelque chose qui est pas vraiment observable, donc c'est trait de personnalité par exemple. Alors ainsi, d'après Semin et Fiedler en 1988, les traits qui sont des caractéristiques très abstraites sont plus souvent utilisés lorsque la distance psychologique est élevée. Donc distance psychologique, ça peut être spatiale, temporelle, factuelle, sociale. Alors nous pouvons parler de l'expérience de Nussbaum et Hall, les collaborateurs en 2003. Donc les collaborateurs, voilà, c'est Lieberman et Traub. Ils sont dans la majorité des expériences. Ils sont juste dans le collaborateur en fait. Alors du coup, j'en étais là. Alors oui, donc on a Nussbaum pardon, et collaborateurs en 2003 qui viennent prouver que le biais de correspondance n'est présent que si la distance temporelle est forte. Donc là, oui, c'était uniquement avec des distances temporelles qu'ils ont fait l'expérience. Alors, ainsi que de l'expérience de Henderson et collaborateurs en 2006, qui fait de même, mais en utilisant la distance spatiale. Dans leurs expériences, les deux groupes d'auteurs vont utiliser le paradigme de Jones et Harris, créé en 1967. Ce paradigme consiste à présenter au sujet un texte avec une position contre-normative écrite par un individu X. Donc par exemple, aujourd'hui, avec le Covid, ça serait de dire je suis anti-vaccin. Voilà, anti-vaccin, t'es contre-normatif aujourd'hui. On précise si cet individu X était contraint ou non à écrire sous cette position. Donc oui, par exemple, là j'ai fait un autre exemple, la gratuité des études. Donc est-ce que l'individu, l'étudiant, a été contraint ou non d'écrire oui, je suis pour la gratuité, par exemple, la gratuité des études, ou je suis pour, au contraire, que les études soient payantes, parce que, hop, argumentaire. Et en fait, le biais de correspondance, c'est en ignorant le concept, il va associer le texte écrit à des traits de personnalité de l'individu X. Donc, par exemple, bah, s'il est pour que que les études soient payantes, bah, c'est juste parce qu'il est riche et qu'il est égoïste, il ne pense pas aux plus modestes. La distanciation temporelle a été manipulée en demandant au sujet, donc là c'est l'étude de Anderson et collaborateurs, là je suis passé de la première à la deuxième, enfin, ah non, je dis des conneries. Distance temporelle, c'est, je sais pas dire son nom, Nussbaum, et la distance spatiale, c'est Anderson. Donc, oui, donc la distance temporelle, donc de Nussbaum, a été manipulée en demandant au sujet de prédire les comportements de l'attitude réelle et l'attitude réelle de l'individu X pour les jours prochains ou dans un an. Donc là, c'est dans un contexte de l'Israël qui devait sortir de la Libye, enfin je sais, c'est un truc géopolitique quoi. Et la distanciation spatiale a été manipulée en précisant au sujet le lieu de rédaction. Est-ce que c'était avec des étudiants, les sujets étaient des étudiants, est-ce que ça a été rédigé dans le campus même, ou est-ce que ça a été rédigé en Italie? Et bien évidemment, voilà, c'est ce que je rappelle, parce que bien évidemment j'ai mis les résultats au début, c'est voilà, le biais de correspondance, donc autrement dit, on attribue ce comportement enfin, on attribue la rédaction à des traits de personnalité uniquement si on a une distance psychologique élevée. Donc autrement dit, c'est uniquement si la personne écrit depuis l'Italie qu'on va dire ah si elle a écrit ça, c'est parce que un trait de personnalité. Donc là, voilà quoi. Est-ce que je précise autre chose? Donc autrement dit, oh là là, je suis en train de me perdre. Autrement dit, on a, je suis en train de m'embrouiller. Pardon. Donc on a la distance psychologique qui vient créer un biais de correspondance. Et le biais de correspondance, en fait, c'est tout simplement quand on attribue le texte à un trait de personnalité et qu'on ignore en fait la partie où la personne en fait était contrainte en fait. Donc le biais de correspondance, c'est où on oublie que la personne était contrainte. Donc on oublie cette contrainte uniquement quand la distance psychologique est élevée. Donc autrement dit, pour Anderson, c'est quand on précisait que que ça a été rédigé en Italie. Et pour Nussbaum, mes collaborateurs, c'est quand on précisait, enfin, quand on demandait
les comportements de la personne dans l'année suivante. Passons maintenant à la suite. D'après de nombreuses autres études présentées en cours, la distanciation psychologique aurait aussi un impact sur la consistance comportementale perçue chez autrui, la recherche d'informations sur autrui, la représentation des actions et la prédiction des événements. Et donc là, un petit listing s'impose. Pour la consistance comportementale perçue chez autrui, on a encore Nussbaum et collaborateurs encore en 2003 qui ont découvert qu'avec une distanciation forte, les sujets décrivaient une personne qu'ils connaissaient comme plus consistante dans ses comportements. Donc autrement dit, il y avait peu de variance dans ses comportements en fonction de la situation, comparé à une distanciation faible. Pour la recherche d'informations sur autrui, toujours les mêmes auteurs, toujours la même année, ont découvert qu'avec une distanciation forte, les sujets prenaient de l'information sur autrui avec des questions plus abstraites et décontextualisées. Donc par exemple en demandant des traits de personnalité. Au contraire, les sujets posaient plus de questions spécifiques et contextualisées dans la condition de distanciation faible. Donc par exemple, tu ferais quoi si... Et donc là, en fait, oui, ils cherchent à prendre de l'information pour essayer d'anticiper un futur comportement de la personne qui est en face d'eux. Et justement, ce comportement se produira soit une distanciation faible, soit une distanciation forte. Alors, en ce qui concerne la représentation des actions, on a Fujita et collaborateurs en 2006 qui ont découvert que les actions étaient représentées de façon plus abstraite si la distanciation spatiale est élevée. Donc, autrement dit, faire une action devient plus abstraite lorsque... C'était l'exemple du déménagement en fait, où soit tu déménageais ton ami proche de là où il habitait déjà, soit tu allais très loin, genre le bout du pays. Et en fait, distanciation, par exemple, lorsqu'on suggère qu'il va aller à l'autre bout du pays, on a une distanciation spatiale forte, et c'est à ce moment-là que nos comportements deviennent plus abstraits. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, entre sécuriser la maison et fermer les portes à clés. Donc, fermer les portes à clés, c'est plus concret. Sécuriser la maison, c'est plus abstrait. Il n'y a pas d'acte précis. Tu sécurises la maison, mais comment tu sécurises la maison? Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'avec une distanciation spatiale forte, la personne va décrire des actions comme de façon plus abstraite. Voilà. Au contraire, si la distanciation spatiale est faible, elle va décrire ses comportements de façon plus concrète. Donc le fermer les portes à clés. Et pour finir sur cette partie, on a Anderson et collaborateurs en 2006 qui ont montré que les événements prédits devenaient moins atypiques en fonction de la distance temporelle. Donc là, j'ai un petit exemple, l'exemple de l'entrepreneur qui avait été présenté en cours que j'ai un peu refait sur Excel. Et j'ai juste voulu l'apprêter de façon rapide. Donc en fait, voilà, là en fait le schéma dit tout. Tout simplement, on a une évolution d'un entrepreneur voilà, qui fait de plus en plus de chiffre d'affaires. Et là d'un coup, en 6, ah mince, il y a d'un coup une petite chute inattendue. Et donc là en fait, on peut demander à partir du 6 à la personne comment ça va se passer par la suite. Si on demande à la personne, donc une distanciation psychologique forte, par exemple, l'année prochaine, vous voyez l'entreprise comment? Ben, il va plus s'inspirer de la majorité du schéma, autrement dit. Donc, autrement dit, il va dire, oh bah, finalement, ça va revenir à la normale, cette chute n'est pas si grave, on va revenir enfin, on va réévoluer, on va revenir à un stade de croissance, en fait. Alors qu'au contraire, si on demande, toujours après cette décroissance subie, subite, cette soudaine, voilà. Si on demande après cette décroissance soudaine, votre entreprise, vous la voyez comment dans une semaine ou deux? Alors là, la personne va voir les choses de façon beaucoup plus catastrophique, et en fait, elle va prendre en compte surtout le dernier moment, elle va surtout prendre en compte la décroissance qui s'est passée il y a peu, et elle va le projeter, en fait, sur l'avenir, en fait, court. Et donc là, en fait, il va juste pronostiquer une décroissance, une très forte décroissance. J'espère que c'était clair.
Je sais pas pourquoi, non, il faut que je ferme complètement, voilà, je ferme complètement. Et donc oui, voilà, il s'agit d'une forme de pessimisme ou d'optimisme. Donc, lorsque, en fait, là, la distanciation psychologique est faible, l'entrepreneur va plus être dans le pessimisme, en prenant en compte uniquement la dernière partie euh, de son historique, en fait, de l'histoire de son entreprise. Alors qu'en fait, si la distanciation psychologique est plus élevée, là, il y aura plus une forme d'optimisme où la personne va prendre en compte, en fait, toute l'évolution qu'il y a déjà eu et tout le positif qu'il y avait déjà eu avant, en fait. Finissons maintenant ce cours avec l'implication en termes de perception de soi. Enfin, ce cours, ce petit rappel de cours, ouais, enfin petit, je sais pas. On est déjà à combien de temps là? Je regarde comme ça, hop. On est déjà à 20 minutes. Ok, bon, la vidéo va être longue, hein. Désolé pour ça. De toute manière, il y aura les chapitrages comme d'habitude. Donc on a la théorie des niveaux de construit qui a aussi un impact sur notre propre perception. Donc là, on a vu notre perception sur autrui, et là maintenant, ça a un impact sur notre propre perception. Il participerait notamment au biais acteur-observateur. En effet, lorsqu'une personne se projette vers le passé ou le futur, cette personne se verra à la troisième personne. Donc autrement dit, si on se projette dans 10 ans, on pourra se regarder nous, en fait, on pourra se voir depuis l'extérieur. Cette modification de la perspective visuelle vient changer les attributions, donc dispositionnelles versus situationnelles. Donc là, en gros, c'est interne-externe globalement. Ce changement de perception dépendrait de la distance psychologique. Et donc pour ça, on a Pronin et Ross en 2006 qui ont testé le lien entre la distance psychologique, la perspective visuelle et les attributions sur plusieurs expériences. Ils ont montré dans leurs résultats que l'effet acteur-observateur disparaissait lorsque le sujet doit se projeter dans un passé ou un futur lointain, donc par exemple de 5 ans. Ainsi, le sujet a tendance à donner plus d'attributions causales dispositionnelles, donc basées pardon, autrement dit des attributions plus internes et abstraites, lorsque la distance psychologique augmente. Donc autrement dit, s'il se projette dans 5 ans, que c'était dans le passé ou dans le futur, il utilisera plus d'attributions causales dispositionnelles que s'il se projette il y a seulement 6 mois ou juste un an. Alors il en va de même pour des explications à des événements lointains, donc là principalement pour le futur, et pour la description de soi. Alors les explications à un événement, donc par exemple une promotion, deviennent plus générales et abstraites. Donc là c'est encore de Nussbaum et collaborateurs en 2003. Et donc là on a l'exemple de par exemple, si j'ai réussi, enfin si j'ai été promu, c'est parce que bah, c'est grâce à mon sérieux, c'est grâce à mon implication dans l'entreprise. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu des justifications abstraites. Et les sujets, donc là c'est pour l'autre expérience, les sujets se décrivent de façon stable et unique avec une distanciation psychologique forte. Donc quelles que soient les situations dans lesquelles euh, le sujet doit se projeter. Donc par exemple, il va se décrire de la même façon s'il doit s'imaginer dans un anniversaire, une dispute ou même une première rencontre. Donc là, on voit bien que c'est trois situations extrêmement différentes. Et malgré ça, avec la distanciation psychologique, donc dans 5 ans ou il y a 5 ans, bah, la personne va en fait se décrire environ de la même façon, quelle que soit la situation. Et donc là, en fait, ça attribue plus des traits en fait de cette façon-là. Et cette expérience est de Oxlack et collaborateurs en 2008. Bon, la partie, j'avoue, sur la base sociale est un peu courte, c'est vrai. J'aurais peut-être pu un peu plus m'étaler, mais déjà la vidéo est longue et du coup je vous emmène vers un petit résumé de tout ce bazar parce que il y a beaucoup de termes alors qu'en fait c'est relativement simple à piger en fait. Donc globalement, lorsqu'on se projette, on peut avoir deux types de distances psychologiques. Elles peuvent être faibles ou fortes. Donc, par exemple dans 5 ans, euh, demain ou la semaine prochaine. Donc cette distanciation psychologique va par covariation entraîner un certain type de construit. Une distanciation psychologique forte va impliquer un construit de haut niveau, alors qu'une distanciation psychologique faible va impliquer un construit de bas niveau. Le construit de bas niveau en
est en fait, dans sa définition plus concret, il va dans les détails en fait, alors que le haut niveau est plus abstrait, il va dans le général, dans la finalité. Et ces construits vont venir modifier les attributions à des événements qu'on peut imaginer dans le futur ou dans le passé. Donc en fait, les construits de bas niveau vont augmenter en fait les attributions situationnelles, alors que les construits de haut niveau vont plus augmenter euh, les attributions dispositionnelles, donc basées sur la personnalité qui est en fait abstrait. Et ces attributions vont en fait modifier euh, la perception, qu'elle soit notre perception, qu'elle soit pour autrui ou pour nous-mêmes. Et puis en fait, c'est tout, là j'ai fini. Donc je sais pas si c'est clair, j'espère. Mais en fait, voilà, donc tout dépend en fait du type de projection qu'on se fait. Voilà, la perception est différente. Donc si on peut reprendre l'exemple, quel exemple on pourrait reprendre? On pourrait prendre l'exemple. Non, on va pas prendre des. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on fait un exemple? Non, je pense qu'on va pas. Non, on va pas prendre d'exemple. Je vais m'arrêter là. Et puis voilà, je vais vous souhaiter juste une bonne fin de journée, une bonne révision. Et puis je vous souhaite de bonnes continuations. Et surtout, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.